On a des petits problèmes techniques, c'est le début de l'aviation civile. Espérons que nous n'allons pas nous écraser sur une montagne ou couler dans l'océan. Qu'est-ce que c'est que l'économie de la contribution? Eh bien, nous pensons à Saint-Exupéry que c'est ce qui est susceptible, capable de se substituer à l'économie consumériste. Alors, pour préciser évidemment tout ça, il faut commencer par dire ce que c'est ce que nous appelons l'économie consumériste. Le consumérisme, c'est un modèle industriel qui est apparu au début du XXe siècle pour se substituer à ce que nous décrivons comme le productivisme du XIXe siècle. Le productivisme, c'était le premier modèle industriel capitaliste qui est issu du machinisme industriel, donc des gains de productivité très importants qui ont été rendus possibles par la machinisation du travail et qui s'est produite au prix d'une part d'une prolétarisation des producteurs, en tout cas des ouvriers, et d'autre part d'une paupérisation de ces ouvriers, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'en général on confond paupérisation et prolétarisation. La prolétarisation est la cause de la paupérisation, mais nous soutenons Ars Industrialis qu'il peut y avoir des prolétarisations sans paupérisation. Donc je vais préciser, je précise aussi ce que c'est que la prolétarisation. C'est Marx et Engels qui la formulent comme telle en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. Et moi je considère qu'en fait il y a déjà une première formulation de la richesse des nations de Adam Smith en 1776, bien avant, 70 ans avant. La prolétarisation, c'est le fait, pour l'ouvrier, puisqu'à l'époque ça concerne l'ouvrier, de perdre son savoir-faire et de devenir en réalité une espèce d'esclave parce que, à partir du moment où il a perdu son savoir-faire, il est remplaçable, autrement dit, par n'importe qui, y compris, comme disent Marx et Engels, par sa femme ou par ses enfants. Il n'est plus qu'une force de travail animale en réalité, même si comme animal, il est doté, à la différence d'un cheval ou d'un âne ou de n'importe quelle autre force animale, d'un système nerveux qui lui permet une précision dans le geste, qui lui permettra de paramétrer, de contrôler le fonctionnement d'une machine selon les indications de production qu'on va lui donner. Mais il reste que c'est devenu un esclave. Et que par ailleurs, étant donné il n'a plus, enfin, tout le monde peut être son concurrent, y compris ses propres enfants sur le marché du travail, il est condamné à voir la valeur de son travail, la valeur économique et marchande de son travail s'écrouler. Donc ça engendre la paupérisation. Mais la prolétarisation n'est pas la même chose que la paupérisation. La prolétarisation, c'est la perte du savoir. La paupérisation, c'est le fait que pour l'ouvrier de l'époque, par exemple, ça va diminuer la valeur du coût du travail. Et comme le disent Marx et Engels dans ce texte, eh bien en effet, la femme d'abord, puis l'enfant ensuite vont le concurrencer sur le marché du travail et ça va aboutir à une misère innommable qui a été décrite par de nombreux auteurs au XIXe siècle. Ce que disent aussi Marx et Engels, c'est que ce destin de prolétarisation, eh bien, ils disent que ça commencera par les ouvriers, mais ça s'étendra à tout le monde. Ça s'étendra aux agents de maîtrise, aux techniciens, aux ingénieurs, et finalement tout le monde se trouvera prolétarisé. Pas forcément paupérisé, mais en tout cas prolétarisé. Ce qu'ils ajoutent dans un autre texte beaucoup plus tard, 20 ou 30 ans plus tard, c'est que, 20 ans plus tard, c'est que tout ça va conduire à finalement ce qu'ils appellent la baisse tendancielle du taux de profit, le fait que le système n'est pas viable parce que la valeur se fait sur la pression sur les salaires et que le développement des investissements industriels va faire que de plus en plus le coût du travail deviendra marginal dans le bénéfice et qu'à partir de là, il va y avoir une concurrence entre les investisseurs qui va faire baisser la rentabilité des investissements. Par ailleurs, les travailleurs étant de plus en plus appauvris, il va y avoir des phénomènes de surproduction, et tout ça va conduire à des crises économiques où, disent Marx et Engels, le capitalisme se détruira de lui-même. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est un peu ce qui s'est passé.
pas exactement ce qui s'est passé parce que il y a un nouveau modèle qui va être mis en œuvre au XXe siècle qui est justement le consumérisme. Mais c'est quand même un peu ce qui s'est passé parce qu'entre le dernier volume du Capital et 1929, il y a eu de très nombreuses crises économiques qui étaient des concrétisations en fait, au moins de certains aspects de la théorie de Marx et Engels. Maintenant, ça n'est quand même pas ce qui s'est passé au bout du compte parce que justement Henry Ford et d'autres, bien entendu. Henry Ford, c'est comme disait Max Weber, l'idéal type, c'est-à-dire celui qui représente le mieux cette évolution qui va se produire en Amérique, mais il y en a d'autres qui vont mis en œuvre. Enfin, celui qui l'a vraiment pensé, c'est Henry Ford. Henry Ford va mettre en œuvre un nouveau modèle qui s'appuie d'ailleurs premièrement sur des gains de productivité encore beaucoup plus grands rendus possibles par la théorie du management de Frederick Taylor, qui va conduire à ce qu'on appelle le taylorisme, c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail, et qui va conduire à ce que Ford va mettre en place des usines de production à la chaîne, et qui vont le faire passer d'une production de 25 000 automobiles par an en 1908 à 250 000 en 2014, à 500 000 en 2015, il va dépasser le million par an ensuite. Donc il va y avoir encore une énorme progression des gains de productivité par un nouveau stade du machinisme industriel, une hyperprolétarisation pour l'industrie des ouvriers. Mais par ailleurs, et je dirais surtout, ça va conduire le capitalisme à un nouveau problème qui va être de vendre ses propres productions, non plus à la bourgeoisie, ce qui était en fait le cas du XXe siècle. Pratiquement seuls les bourgeois, que ce fût les petits bourgeois comme moi, ou les grands bourgeois qui étaient des propriétaires des banques, avaient accès. Alors, je dis comme moi parce que les universitaires, les profs, on les posait comme étant des petits bourgeois, c'est ceux qui éduquaient c'était les laquais de la bourgeoisie, mais ils faisaient partie de la petite bourgeoisie en ce sens-là. C'est ceux qui éduquaient la jeunesse bourgeoise. Bon, à partir du début du XXe siècle, ce n'est plus seulement la bourgeoisie qui accède avec Ford au gain, au bénéfice, si je peux dire, aux retombées positives de la productivité, c'est aussi le prolétariat lui-même, c'est aussi les ouvriers eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau, et ce n'est pas du tout par philanthropie que Ford met ça en œuvre, c'est par pure rationalité économique, c'est parce que, eh bien, il faut les vendre, les voitures qu'il produit. Donc, la bourgeoisie ne suffit pas à absorber 1 million d'automobiles par an, d'autant plus qu'il y a 1 million d'automobiles Ford, mais il y a des concurrents. Donc, voilà, c'est un nouveau modèle qui se met en place, qui va être théorisé par Joseph Schumpeter, qui va conduire à ce qu'on appelle l'innovation permanente. L'innovation va devenir le cœur du développement industriel, mais cette innovation qui ne va pas cesser de s'accélérer, de se diversifier, au point que, c'est un chiffre que je cite tout le temps, qui n'est pas identifié par moi, mais par Jeremy Rifkin, en 1995, Sony a produit 5000 produits nouveaux uniquement chez Sony. Uniquement chez Sony. Beaucoup de ces produits ont disparu parce que c'est une sélection entre guillemets naturelle, mais beaucoup sont restés aussi. Donc il y a une colossale production de produits nouveaux en permanence. Et tout le problème, c'est de faire absorber cette innovation par ce qu'on va appeler des marchés. C'est à ce moment-là que vraiment le marché existe depuis les Grecs, même avant, mais le concept de marché va devenir là l'obsession des industriels américains. Et le marché américain va en fait devenir un nouveau mode de vie. Pour organiser le marché, il va falloir inventer un nouveau mode de vie, ce qu'on va appeler the American Way of Life. Et le mode de vie américain va être lui-même produit par des technologies de captation de l'attention, de modélisation des comportements qui passent par le cinéma, la radio, puis la télévision, les médias de masse. Je parle de tout cela très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste un mot quand même pour développer ce point-là. Ça c'est théorisé par Ford, c'est théorisé par Schumpeter, mais c'est théorisé par beaucoup d'autres gens, dont un qui est très important à mon avis, qui s'appelle Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, et qui va faire de cela une théorie du désir, comment capter le désir des consommateurs, et détourner ce désir vers les marchandises. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que premièrement, la captation du désir des consommateurs, détourner leur désir vers les marchandises, ça va conduire à une destruction des savoir-vivre des consommateurs. C'est-à-dire que ces savoir-vivre ne vont plus être produits par les consommateurs eux-mêmes, mais par des cabinets de marketing
qui vont constituer des cahiers des charges, si je puis dire, de la socialisation des produits industriels sur le marché, et qui vont priver progressivement la société de la définition par elle-même de sa façon de vivre. Et ça, c'est extrêmement important, c'est ce que j'appelle la deuxième prolétarisation. Pour moi, au XXe siècle se produit une prolétarisation des consommateurs à travers les savoir-vivre. S'il vous plaît, on est en train d'enregistrer un truc, si on peut pas avoir trop de bruit, merci. Alors, cette prolétarisation des consommateurs, qui conduit à la destruction des savoir-vivre, à la fin du XXe siècle, elle produit un certain mal-être dans la consommation. Nous disons beaucoup à Arsène Smith que depuis une dizaine d'années ont commencé à apparaître les signes de ce que nous appelons un malaise dans la consommation, qui est en fait, qui est lié au fait que la consommation est devenue essentiellement un phénomène d'addiction. Nous avons aujourd'hui un processus de consommation addictive. Les consommateurs le savent, ils en souffrent. Ils ne peuvent pas se passer de la consommation puisqu'il n'y a plus rien d'autre que la consommation. Tout a été détruit, les structures sociales, les institutions, dévalorisation absolue de l'école, dévalorisation des partis politiques, dévalorisation du travail, qui n'est plus du travail mais de l'emploi, etc., etc. Bref, dévalorisation généralisée, malaise dans la société, qui engendre des perturbations. Troisième point que je voulais dire, après je passerai à l'économie de la contribution à proprement parler, un des aspects aussi de tout ça, c'est qu'il s'est produit à partir de la fin du XXe siècle une hyperfinanciarisation du capitalisme, qui a conduit aussi à la mise en place d'instruments financiers, comme on les appelle, l'organe de titrisation, dispositifs comme le subprime, etc., qui ont été une espèce de technologisation extrêmement développée, une mathématisation de l'économie financière, ce qu'on appelle l'industrie financière, qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui mettent en œuvre, hier soir, j'étais avec un banquier, qui est président du conseil d'administration d'une banque, qui m'a dit: je ne comprends absolument rien à ce qui se passe dans la banque. Je me jure que c'est vrai. Et il m'a dit: je suis totalement dépassé, je ne comprends plus ce qui se passe. Et en fait, ce qu'il disait là, c'est ce qu'a dit Alan Greenspan à la Chambre des représentants en 2008, quand on lui a demandé de s'expliquer sur ce qui s'est passé avec la dissolution de responsabilité organisée de manière mathématique par la titrisation. Il a dit: je ne comprenais plus rien, mais je croyais que ça marchait. Voilà. Donc on est arrivé à un stade où les gens sont prolétarisés, même au plus haut niveau. Le patron de la Fed est prolétarisé, parce que si on dit que la prolétarisation c'est la perte du savoir, il ne savait plus. C'est ce qu'il a dit. Alors ça ne peut pas durer. C'est absolument inconcevable. Et à partir de là, il est absolument indispensable d'acter d'abord l'acte de décès du consumérisme. Le consumérisme n'est pas mort, il est en train de mourir, il agonise. Je pense qu'à un moment donné, il faudra le débrancher, parce que là, il est sous perfusion. Sous la perfusion des États, d'ailleurs, qui ont refinancé les banques, qui maintenant attaquent les États. Donc, c'est vraiment un patient extrêmement ingrat, en plus, parce qu'il s'attaque aux médecins. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra débrancher. On va dire: bon, ça suffit, on l'a suffisamment porté comme ça. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un autre modèle qui s'explore. Et ce modèle, il est connu, nous sommes très nombreux à le dire, il n'y a pas qu'un seul spécialiste qui s'y intéresse, beaucoup de gens s'y intéressent. Par une multitude, par exemple, depuis longtemps s'y intéressent, beaucoup d'autres, c'est le modèle du logiciel libre. C'est le modèle que nous appelons contributif. Ce modèle-là, nous sommes beaucoup intéressés au logiciel libre à s'inscrire de nombreuses formes d'harmonisées des séances de travail là-dessus. Nous avons une discussion avec des gens qui représentent aujourd'hui les différents courants du logiciel libre, ou de l'open source, ou de Commons, Creative Commons, etc. Tout ça, ce sont des sphères différentes, mais quand même une idée commune qui est que il faut organiser le travail et la participation au développement social, disons pas simplement économique, au développement technologique, au développement culturel, etc., sur des bases tout à fait nouvelles, qui renvoient par exemple les conditions de la propriété industrielle, mais surtout qui est basée sur ce que nous appelons nous une déprolétarisation. Nous pensons que dans le monde du logiciel libre, que je connais assez bien parce que ça fait 15 ans que j'ai des équipes d'ingénieurs qui travaillent dans ce secteur, et je ne connais aucun ingénieur, je n'ai jamais rencontré un ingénieur informatique depuis 15 ans qui ne m'ait pas dit: je veux bosser dans le logiciel libre.